L'agriculture togolaise pèse 40% du PIB de l'économie, offrant ainsi de l'emploi à plus de 60% de la population active. Dans l'optique de renforcer ce secteur qui est le moteur de l'économie, la Banque mondiale, à travers l'outil PPAO, entendé par là le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, piloté par le CORAF, a financé un certain nombre d'acteurs agricoles sur le terrain. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus qui fera la lumière sur des grandes réalisations du PPAO sur le terrain. Nous démarrons notre aventure à Kolokopé, au Centre national de recherche agricole, où nous parlerons d'ovins et de caprins avec le directeur et le régisseur du centre. Suivez plutôt. Et ici, notre activité principale, c'est l'élevage des ovins et des caprins, et plus particulièrement l'élevage des ovins. Et le but visé, c'est la production des géniteurs qui seront distribués ou bien qui seront ravitaillés au niveau des élevages villageois pour améliorer la productivité des animaux. Et dans le cadre du PPAO, qu'est-ce qui a changé? Parce que je rappelle aux téléspectateurs que le centre existait depuis 1982, avant que la Banque mondiale, à travers le projet PPAO, ne revienne à la rescousse. Finalement, qu'est-ce qui a changé? Si vous connaissez la station là, dans les années 2010, avant l'arrivée de PPAO, vous allez voir que les clôtures étaient faites avec du bois, et la tôle était rouillée, la production était faible et cette faiblesse était liée aux ruptures régulières des stocks alimentaires, des produits vétérinaires. On avait vraiment des difficultés à gérer ces stocks-là parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens et cela avait des répercussions sur l'activité principale qui est celle de production des géniteurs. Quand nous avons reçu cet appui de PPAO, tout d'abord le cadre d'élevage a changé, ça a été rénové et puis ensuite nous avions des facilités pour acquérir les compléments alimentaires, notamment les grains de coton, les produits vétérinaires et les animaux étaient encore mieux soignés et nous avons amélioré leur croissance et le taux de sélection de géniteurs qui était autour de 40%, est monté jusqu'à 60%. Et on était capable de produire au moins 200 bons géniteurs qu'on livrait chaque année aux paysans pour le repeuplement de leur élevage. Est-ce que le centre peut maintenant se développer sans l'appui du PPAO? Oui. Sans l'appui du PPAO, le centre a déjà eu une base. Le centre va toujours continuer par travailler. Et comme par avant, mais cette fois-ci, et pour être encore plus autonome, le centre va toujours soutenir des appuis. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas d'appui, il faut que le gouvernement pense aussi à augmenter le prix de nos animaux. Parce que nous, on dit, il faut qu'on nous aide pour qu'on aide les autres. Nous vendons le bélier qui se vend à 80 000, nous le vendons ici à 40 000. Les antennaises qui se vendent à 30 000, 35 000 ailleurs, nous les vendons ici à 20 000. Des antennaises pleines, d'un an à 20 000. C'est dire quoi? C'est dire que nous vendons à un prix incitatif pour permettre aux éleveurs qui n'ont pas de moyens de venir venir chercher des animaux pour pouvoir développer leur élevage. Donc c'est dans un but d'appui aux élevages. Si on fixe le même prix, le même taux, beaucoup d'éleveurs seront éliminés. Ils seront toujours tentés de continuer par faire ce qu'ils font, alors que nous cherchons une amélioration de productivité sur le terrain. C'est cette raison qui a poussé depuis la création du centre à vendre les géniteurs à un prix assez bas. De distance? Non, il y a la clôture qui nous sépare, donc nous n'allons pas rentrer, nous allons rester. Juste rester. Voilà, ici par exemple, il y a combien d'animaux? Nous avons trois troupeaux de brebis. Ça c'est le troupeau numéro 1. Vous allez voir le troupeau numéro 2, le troupeau numéro 2 à votre gauche et le troupeau numéro 3 derrière nous. Donc les trois troupeaux réunissent un effectif de 700 brebis. Ok, 700 brebis. Voilà. Okay.
Les 700 brebis, ça c'est la capacité de production, c'est la capacité de charge du centre, puisque nous avons 125 hectares et à peu près 5 hectares qui sont occupés par les infrastructures, donc 120 hectares pour les animaux. Et nous ne devons pas dépasser 6 brebis à l'hectare. Donc nous ne pouvons pas aussi dépasser un effectif de 700 brebis pour l'ensemble du centre. Nous poursuivons notre visite de terrain. Nous sommes cette fois-ci avec le directeur, le docteur Akantetou Komlan, avec qui nous sommes toujours dans Kolokopé. Monsieur le directeur, cette fois-ci, nous voulons aborder la question administrative. La question administrative, qu'est-ce que le PPAO vous a apporté sur le plan administratif? Merci beaucoup pour cette question. Et il faut dire que le PPAO nous a beaucoup aidé en termes de réhabilitation des infrastructures de ce programme national au 20 Caprin. En premier, il faut reconnaître que le PPAO nous a réhabilité le bâtiment qui abrite les bureaux, que vous voyez derrière nous. Et on a bénéficié de réhabilitation des bergeries au niveau du centre. Nous avons bénéficié de l'achat d'un tracteur avec tout le système pour la fabrication des foins à base de panicum maximum que nous mettons en place donc pour disposer du foin pour alimenter les animaux en complément ou en contre-saison. On pourra disposer des aliments pour donner aux animaux. Est-ce que les brebis sont exportables? Je veux dire, est-ce que vous exportez vers d'autres pays, des régions? Comment ça se passe? D'abord, nous sommes amenés à satisfaire les besoins au niveau national. Donc, c'est-à-dire d'aider nos éleveurs à améliorer leur élevage. Mais il y a des demandes des autres pays tels que le Bénin. Et en termes de formation également, nous recevons des demandes de plusieurs pays, même jusqu'aux les pays de l'Afrique centrale envoient leur personnel pour être formés dans ce centre. Si vous avez un regret par rapport au projet, ce serait lequel? Et le regret que nous pouvons avoir par rapport au projet, c'est l'appui qu'on nous faisait pour qu'on ait un nombre assez élevé d'antennaises à livrer aux éleveurs, à tous ceux qui demandent. Aujourd'hui, nous avons les géniteurs mâles, mais les antennaises, ça fait défaut parce que nous n'avons pas assez pour répondre aux demandes. De façon générale, c'est qu'il faut que d'autres projets viennent nous appuyer parce que vous-même vous constatez, et nous sommes sur un site où nous avons atteint le maximum de têtes d'animaux supportables par le site. De retour de Kolokopé, où nous avons parlé d'ovins et de caprins, nous posons désormais nos valises au centre-ville d'Atapamé, où nous allons parler des champignons comestibles. Connaissez-vous les champignons comestibles? Savez-vous comment ça marche? Suivez cet entretien avec M. Dideroum, qui est le promoteur des champignons comestibles. Nous avons plusieurs types de champignons. Donc il y a ceux qu'on peut consommer et on n'aura pas de problème. Et puis on a aussi des champignons vénéneux. C'est ça, nous on a choisi pour comestible et c'est ça qui peut être vendu au niveau des consommateurs pour qu'ils apprécient aussi la qualité. Donc la variété que nous faisons, le champignon comestible, c'est la variété pleurote. Donc il y a la variété pleurote grise et la variété blanche que nous voyons ici. Quelle est la différence entre les champignons que nous voyons qui poussent de façon sauvage, qu'on voit un peu, puis ce que vous faites ici, c'est la même chose? Les sauvages, il y a aussi les sauvages comestibles. Mais ici, les semences sont produites sur place et c'est là où on récolte. Si pour sauvage, on peut aller sur les palmiers. Et là, on récolte, on peut consommer. Il y a certains arbres qu'on appelle par exemple le mélina. Ça produit aussi du champignon et on utilise déjà sa sueur pour produire du champignon. Donc, il y a les sauvages, ce qu'on retrouve à terre. On peut les consommer, mais présentement, avec l'utilisation des herbicides, on craint. Donc, il vaut mieux produire des champignons bien protégés
Commercy, c'est mieux. C'est pourquoi nous, on a opté pour la production dans les champignonnières au niveau. Est-ce que c'est cela qui vous a permis d'avoir accès au fonds, enfin à l'appui du PPAO? C'est pas ça qui nous a permis. C'est que nous avons constaté que le monde ou bien la durée de vie des gens diminue. Or, si on voit un peu dans certains pays, la consommation du champignon est plus accentuée et ils vivent plus longtemps. Donc moi, quand je suis, j'étais fonctionnaire, quand je suis admis à la retraite, maintenant moi j'ai opté pour vulgariser ça au niveau de la population, pour qu'eux ici, ils prennent ou bien ils consomment du champignon pour avoir une durée de vie. Puisque si on voit un peu nos grands-parents, ils vivent longtemps et c'est dans les forêts qu'ils vont. Et ils ramassent des champignons comme ça et ils mangent. Et ils ne mettent même pas du poisson, mais quand ils mangent, ils vivent plus longtemps. Donc c'est ça qui m'a poussé aussi à introduire cette filière. Et j'ai approché aussi PPAO et ils m'ont accordé cette subvention. En termes d'appui, bon, bien sûr, qu'est-ce que le financement du PPAO vous a permis de faire de façon concrète, à part ce que nous avons devant nous ici? Oui, avec le financement de PPAO, nous avons acquis 3 sortes de matériel. Nous avons acquis 2 séchoirs pour nous permettre de sécher en saison des pluies. Puisque quand il pleut, on ne peut pas sécher. Puisque quand il y a une grande production, les gens sur place ne peuvent pas consommer. Et le transport aussi, ça prend du temps, ça peut pourrir. Donc, on a opté pour le séchage aussi. Et c'est là où on a eu 2 séchoirs à gaz. Et après le séchoir, nous avons eu une racheuse. Puisque avant de faire les substrats, il nous faut racher. Donc, on a eu cette racheuse. Donc, quand le membre a besoin, on déplace la racheuse à son niveau et puis il fait le rachage. Et c'est avec une moto tricycle. Donc, c'est toujours le financement PPAO qui nous a permis d'avoir cette moto pour le transport de la production du matériau, la paille, les sonderies et autres. Entre ce que vous faisiez avant et puis, ça dit qu'il y a eu un avant et puis un pendant, ou disons plutôt un après PPAO. C'est quoi la différence? PPAO, je peux dire que nous sommes 2 qui cultivaient, qui produisaient du champignon. Donc là, par an, peut-être si on doit produire entre 500 kg à 1000 kg. Mais avec l'appui de PPAO, nous avons quadruplé même cette production, puisque nous avons eu à peu près 2 tonnes de semences et on a produit jusqu'à 9 tonnes 680 kg de champignons. Maintenant, après projet, puisque le projet a couvert 1 an. Donc après projet, nous-mêmes, on a continué l'activité et c'est de janvier à ce moment, on est déjà à 3 tonnes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du concept même? Ce sont des sachets biodégradables. Okay. Donc, comment on produit le champignon? Donc, il faut avoir le matériau, c'est-à-dire la paille, le son de riz. Donc, c'est ça qu'on mélange et ça devient le compost. D'autres appellent ça substrat. Donc, c'est avec ça qu'on produit du champignon. On peut produire du champignon aussi avec les sciures de bois, des bois qui ne sont pas toxiques. Oui, les femmes sont dans... Même il y a un groupe de femmes qui produit aussi du champignon. Ça fait partie de votre réseau? Oui, ça fait partie de notre réseau. Elle est basée à Mouoblo, c'est à peu près 40 km d'ici. Donc les femmes aussi participent, surtout pour la main-d'œuvre, pour hacher par exemple, pour faire le compost. Donc elles viennent et puis on les paye dans la journée. Une requête? Je veux, seulement si j'ai un mot à dire, c'est seulement nous allons demander à l'État de continuer par soutenir les jeunes. C'est ça qui peut résoudre aussi le chômage quelque part. Donc nous savons qu'avec ça, on a quelque chose sous la main. On ne va pas toujours courir derrière
la fonction publique pour dire que bon, sans ça, nous ne pouvons rien faire, mais ceci, ça peut nous rapporter beaucoup. Et aussi, notre souhait, c'est qu'on doit avoir des relations extérieures. Par exemple, en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils cherchent beaucoup de champignons. Vous trouvez des marchés à l'extérieur? On doit trouver des marchés à l'extérieur, comme Côte d'Ivoire, Cameroun, même en Chine, puisque j'ai appris qu'eux, ils sont des grands consommateurs. Donc, si on a la capacité de produire pour la Chine? Bien sûr, si vraiment nous trouvons des marchés extérieurs, on est capable de produire. Dès que nous avons quitté notre ami qui veut produire des champignons pour la Chine, nous avons cette fois-ci posé nos valises du côté de Gléy, où nous avons rencontré le directeur de l'ONG Prof Rural, Promotion Femmes et Rurales, le directeur exécutif avec qui nous avons échangé par rapport aux fours multicombustibles. Nous avons également échangé avec l'une des bénéficiaires du nom de Madame Bolo Adjo, qui nous a également parlé de ces fours. Suivez plutôt nos discussions. C'est quoi les fours multicombustibles déjà? Le four multicombustible, c'est un nouveau modèle de four que nous avons ramené au Togo après une formation à Dakar, plus précisément à Thiès, où nous avons appris la nouvelle technologie de fabrication du four pour la cuisson du pain. Bon, c'est un four qui est très économique par rapport au four traditionnel qui utilise beaucoup de bois. Donc, dans nos activités, on a remarqué que les boulangers traditionnels utilisent beaucoup de bois. Et là, on a réfléchi, on a fait une réunion ensemble et on a commencé par chercher les solutions. Donc, c'est depuis 2009 qu'on a commencé par fabriquer le four à gaz à Lomé. Mais avec l'appui de PPAO, on a été au Sénégal et on a ramené maintenant un nouveau modèle de four. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu ce qui se faisait, parce que vous êtes quand même directeur de l'ONG qui fait la promotion des femmes rurales, vous avez fabriqué les fours pour mettre à disposition de ces femmes-là qui produisent en tout cas le pain, n'est-ce pas? Alors, quelle est la différence en termes de chiffres ou bien de statistiques? Combien est-ce que ces femmes-là produisaient avant et combien est-ce qu'elles produisent aujourd'hui? C'est quoi la différence? Bon, ce qu'on peut dire, c'est que pour cuire, par exemple, 50 kg de farine de blé, oui. Avant, il fallait 3000 francs de bois pour la cuisson de 50 kg. Maintenant, avec le four multicombustible, si nous prenons par exemple le charbon, avec 800 francs de charbon, on cuit la même quantité, 50 kg. Au même moment, quand on prend le gaz, par exemple, avec 1200, bon, avec 2,8 kg de gaz, quelque chose qui tourne autour de 1200 quelque chose, donc 1300 francs, on peut cuire la même quantité. Donc il y a vraiment une grande différence. En termes de coût? Oui. Okay. Au niveau de la charge de l'énergie, il y a une grande différence. Si par exemple nous prenons le charbon, avec le bois, on a déjà gagné 2000 poussières. Avec le gaz, c'est la moitié. Donc avec ce four, c'est beaucoup plus économique pour les boulangères elles-mêmes et pour l'environnement. Franchement, avec le four qui est derrière moi, il y a une ONG sénégalaise qui a fait une étude en utilisant ce four. On arrive à préserver 0,22 hectares par année. Donc si on arrive à faire ce four-là à tous les boulangers du Togo, je pense qu'on va contribuer à diminuer la déforestation au Togo. C'est l'une de notre vision aussi. Okay. Maintenant, en termes de la quantité de pain produit. Bon, par rapport à la quantité, avec ce four, le boulanger peut produire le pain du matin jusqu'au soir. En tout cas, non-stop. Okay. On peut travailler jusqu'au lendemain avec ça. Alors qu'avec le four traditionnel, quand on met le feu, on enlève les braises. Quand on fait le pain jusqu'à un niveau, la température baisse. Il faut encore refaire le feu. Donc avec ce four, le travail est non-stop. Alors qu'avec le four traditionnel, on ne peut pas satisfaire un besoin urgent, par exemple, alors qu'avec celui-ci, c'est possible. Madame Bolo Adjo, Mila Glombe,
Alors, madame, vous faites partie de l'association des femmes à qui on a offert les fours multicombustibles. Avant, vous produisiez du pain à partir des méthodes traditionnelles. Maintenant, vous avez un four. Qu'est-ce qui a changé? Avant, avec le four traditionnel, la chaleur nous dérangeait beaucoup. Maintenant, avec le nouveau four à gaz, la production du pain est mieux. Nous ne faisons plus beaucoup d'efforts physiques. Nous voyons que ce nouveau four à gaz est mieux qu'avant. Est-ce que la méthode de fonctionnement du four, ça vous va? Pensez-vous qu'il y a quelque chose à améliorer? Pour nous, ce nouveau four à gaz est mieux. Nous voulons dire merci à ceux qui ont initié ce projet. Avant, nous déployions assez d'efforts physiques pour rechercher du bois. Nous voulons encore dire un sincère merci aux initiateurs de ce projet et que leurs activités prospèrent encore plus. Merci à vous pour l'attention, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cette émission qui a parlé du PPAO qui, selon les chiffres officiels, a touché au moins 500 000 bénéficiaires. Merci d'être toujours des nôtres. Vox Africa, c'est la voix d'une Afrique fière.